Alors, on a d'un côté Macky Sall, l'ex-président du Sénégal, qui se lance dans la course pour devenir le grand patron de l'ONU. Rien que ça. Mais attention, derrière l'image de l'homme d'État international, il y a une histoire bien plus complexe, une présidence très, très controversée qui a laissé des traces profondes. C'est vraiment l'histoire d'une candidature à double visage. Alors pour y voir plus clair dans cette affaire, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord s'intéresser à son ambition mondiale, son image à l'international. Ensuite, on plongera dans le bilan de sa présidence, qui est, on peut le dire, mise en procès. On verra aussi comment la nation sénégalaise est complètement divisée sur son cas, le rôle hyper puissant de la diaspora et enfin, la confrontation finale qui se joue en ce moment même à New York. C'est parti. Premier point, donc, son ambition mondiale. On va commencer par le côté pile de la pièce, si on veut, le Macky Sall que la scène internationale connaît, l'homme qui veut prendre les rênes de l'ONU. Et voilà ce qu'il a déclaré le 22 avril 2026 lors de son grand oral à l'ONU. « Je ne suis pas venu à New York pour faire carrière diplomatique, mais pour faire avancer cette organisation. » C'est une phrase très forte. En gros, il se positionne tout de suite comme un homme d'action, pas un simple diplomate qui cherche un poste. Il dit « Moi, je suis là pour obtenir des résultats ». C'est une stratégie de communication assez claire. Et il faut reconnaître que son CV, il en impose. Président du Sénégal pendant 12 ans, président de l'Union africaine, il a aussi été président de l'Assemblée nationale sénégalaise, ministre, bref, il a touché à tout. Chef du comité d'orientation du NEPAD, envoyé spécial pour le pacte de Paris, la liste est longue. Clairement, ses soutiens ont de quoi argumenter. Ils mettent en avant cette expérience immense, à la fois nationale et internationale, pour dire « voilà l'homme qu'il nous faut ». Bon, ça, c'était la vitrine internationale. Maintenant, on passe de l'autre côté du miroir. Parce que derrière ce CV impeccable se cache une présidence qui est, pour beaucoup, littéralement en procès. Et les accusations sont extrêmement lourdes. Et ce tableau, il résume parfaitement le problème. D'un côté, on a le CV de l'homme d'État. Président, chef de l'Union africaine, envoyé international. Et de l'autre, le bilan de son régime, selon ses détracteurs, plus de 83 morts dans des manifs, plus de 2000 prisonniers politiques, une dette publique qui a explosé, sans parler de la tentative de reporter l'élection de 2024 ou des modifications du code électoral. Le contraste est saisissant. Plus de 83. C'est un chiffre, mais derrière, il y a des vies. C'est le nombre de personnes qui auraient été tuées pendant les manifestations politiques entre 2021 et 2024, d'après les collectifs de victimes. C'est un bilan terrible et c'est un chiffre qui pèse évidemment très très lourd sur sa candidature aujourd'hui. Et du côté de l'opposition, on ne fait pas dans la dentelle. Écoutez ce que dit le député Guy Marius Sagna. « Nous n'accepterons pas que l'ONU soit la blanchisserie de crimes de sang et de crimes économiques. » Le mot blanchisserie est extrêmement fort. Pour eux, c'est clair et net. Cette candidature, c'est une manœuvre pour se refaire une virginité et ça mettrait en danger la crédibilité même des Nations Unies. Et attention, ce ne sont pas que ses opposants politiques qui le disent. L'ONU elle-même a tiré la sonnette d'alarme. En 2023, le Haut Commissariat aux droits de l'homme s'est déclaré profondément troublé. C'est le terme officiel. Troublé par quoi? Par la situation des droits humains au Sénégal et en particulier par l'utilisation d'armes à feu contre les manifestants. Ironique, non? Alors, qu'en pense-t-on au Sénégal même? C'est là que ça devient encore plus compliqué. Cette candidature révèle une nation complètement fracturée, avec des loyautés très divisées. Il y a un détail qui est absolument essentiel à comprendre. La candidature de Macky Sall n'a pas été présentée par son propre pays, le Sénégal. Non, elle est soutenue par le Burundi qui préside actuellement l'Union africaine. C'est quand même une situation assez folle de ne pas avoir le soutien de son propre gouvernement au départ. Alors, pour rectifier le tir, Macky Sall a fait les choses dans les règles. Il a envoyé une lettre officielle à son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, pour demander le soutien de son pays. Le ministère des Affaires étrangères a bien confirmé avoir reçu la lettre. Mais depuis, plus rien. Le gouvernement sénégalais n'a toujours pas donné de réponse officielle. Le suspense reste entier. Et ce silence, il s'explique par une division très nette dans le pays. D'un côté, il y a ceux qui réclament des comptes. Le parti au pouvoir, le PASTEF, refuse tout soutien et demande des enquêtes sur le régime de Sall. Et de l'autre, il y a ceux qui appellent à l'unité nationale. Des figures de l'opposition, comme Thierno Alassane Sall, disent en gros « Mettons nos différents de côté, c'est une chance pour le Sénégal d'avoir un des nôtres à ce poste ». C'est le dilemme entre justice et fierté nationale. Mais cette bataille, elle ne se joue pas qu'à Dakar. Il y a un autre acteur majeur qui entre en scène, la diaspora sénégalaise. Une communauté extrêmement organisée, connectée et qui a une voix qui porte très, très loin. C'est un phénomène que les spécialistes appellent le transnationalisme politique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est simple. C'est quand des immigrés et leurs enfants continuent de participer activement à la vie politique de leur pays d'origine, mais depuis l'étranger. Grâce à la technologie, au réseau, ils peuvent influencer ce qui se passe au pays, en temps réel. Et au Sénégal, cet activisme de la diaspora ne date pas d'hier. Ça a commencé dès les années 20 avec les congrès panafricains à New York ou Manchester. Puis, après la guerre, il y a eu le fameux mouvement de la négritude à Paris.
Plus récemment, dans les années 90 et 2000, l'arrivée d'Internet a tout changé. Et depuis 2012, on a vu des militants organiser des manifestations contre Macky Sall directement dans leur pays d'accueil. C'est une force politique à part entière. Et pour voir à quel point ce lien est concret, regardez cette photo. C'est un graffiti à Louga, une ville au Sénégal. Il est écrit « Torino derrière, Maniang Faye ». Torino, c'est Turie en Italie. Ça montre le soutien des émigrés sénégalais en Italie pour un candidat à la mairie de leur ville d'origine en 2007. C'est fou, non? La politique locale se décide en partie à des milliers de kilomètres de là. Et tout ça nous amène à aujourd'hui. La division qui fracture le Sénégal s'est carrément exportée dans les rues de New York. Le théâtre de la confrontation finale, c'est le siège des Nations Unies. La tension est telle que la police de New York elle-même a publié un communiqué. Je cite « La police de New York devrait assurer le service de 2 rassemblements à fort risque de troubles, les Sénégalais opposés au pouvoir du président Macky Sall et d'autre part ceux décidés à l'acclamer. » On parle bien de la police de New York qui se prépare à des échauffourées entre Sénégalais devant l'ONU. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Et on a ce contraste visuel absolument incroyable. D'un côté, on a des symboles de fierté nationale, comme le monument de la Renaissance africaine à Dakar, qui représente la vision de Sall pour l'Afrique. Et en même temps, on sait que l'ONU a été alertée que des manifestants prévoyaient d'exposer, juste devant le bâtiment, des images choquantes de victimes des manifestations. Dedans, le discours sur l'ambition africaine, dehors, la réalité crue du bilan de son régime. 2 mondes face à face. Ce qui nous laisse avec la question finale, une question pour l'ONU et pour toute la communauté internationale. Quel est le prix le plus élevé à payer? Celui de nommer un leader, certes expérimenté mais très controversé, ou celui de passer à côté d'une opportunité pour le leadership africain? C'est un dilemme cornélien. Et la réponse qui sera donnée pourrait bien définir le visage de l'ONU pour les années à venir.